inattendu que l'urologie, par exemple. Alors, on est bien entendu toujours sur un fond de thérapies qui sont basées notamment sur des thérapies cognitives et comportementales. C'est à ce titre qu'on va trouver tout ce qui concerne les dépendances, les addictions, sevrage tabagique, alcool, opioïdes, mais également la prise en charge de maladies chroniques comme l'asthme, l'insomnie, le diabète de type 2. Donc là, on est dans le comportemental aussi. Et puis des choses sur le cancer et la BPCO, là, on est plutôt sur de l'accompagnement. On a également des choses intéressantes qui se font beaucoup sur la sphère neuropsy, avec pas mal de solutions qui émergent autour de la prise en charge de la douleur ou le traitement de la dépression, prise en charge de la dépression, voire de la schizophrénie. Donc, et également ADHD, donc tout ce qui est hyperactivité chez l'enfant notamment. Donc des champs de jeu qui aujourd'hui sont déjà riches et qui vont sans nul doute s'étendre au fil du temps. Voilà, donc un petit peu le terrain de jeu sur lequel… Donc, il est évident que les thérapies digitales aujourd'hui ne soignent pas le cancer. Alors, on va voir quelques exemples. Ça peut aider à prendre en charge, mais on est d'accord que il ne faut pas non plus considérer que ça peut tout prendre en compte. Des mises en garde aussi. On est sur on est sur des choses émergentes et on est dans un champ où il faut absolument s'astreindre à vérifier la rigueur scientifique de ces approches. Ne serait-ce que pour se démarquer de toutes les applications bien-être qui peuvent exister. Sur les App Store et autres, on doit être aujourd'hui à presque 500 000 applications bien-être et autres applications dites santé. Là, on est sur vraiment des applications et des protocoles qui sont validés cliniquement. C'est très important. C'est une validation clinique de ces protocoles et une prescription par le professionnel de santé. On y reviendra, on en parlera tout à l'heure, mais c'est très important. Donc, il faut faire attention à ne pas tomber dans le charlatanisme et puis dans la gadgetisation. Donc, ça, c'est une couverture d'une revue de médecins que j'avais chopée, que je trouve ça très, très sympa, mais c'est vraiment, ça illustre bien les dangers qu'on a toujours dans quelque chose qui émerge et qui va être considéré comme étant potentiellement critiquable. Quelques points d'attention. Alors, je vais juste passer rapidement, je n'irai pas trop là-dessus, mais ça pose des problématiques très intéressantes parce que qui dit traitement actif avec une activité démontrée, comme des traitements pharmacologiques, on a possiblement des mésusages ou des effets secondaires néfastes, des adverse events, et voire même des problèmes de compliance. Donc, il faudra aussi aborder tout ça. On a par exemple dans des thérapies par jeux vidéo aujourd'hui, il peut y avoir des problèmes liés aux jeux vidéo, justement, et à l'abus de jeux vidéo en termes de génération d'épilepsie, par exemple, chez les enfants. Ou des phénomènes également d'accoutumance, voire d'addiction à la pratique. On a chez certains acteurs des DTX se posent les questions aujourd'hui d'addiction à leur propre dispositif. Voilà. Je passe rapidement pour aller vous montrer, je regarde la pendule, pour aller vous montrer très rapidement des exemples de ces thérapies. Alors, je commencerai par une remarque mais qui me fait beaucoup rire, moi, qui est très intéressante, je trouve. Ce n'est pas moi qui le dis, rencontre du troisième type. On parle peut-être de troisième vague thérapeutique. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Andreessen Horowitz, c'est un VC américain, un venture capitaliste américain, qui dit ça, et qui a notamment, c'est lui qui avait dit à l'époque « Software is eating the world ». Donc, on peut quand même y apporter un petit peu de crédit. Et en fait, le principe, il est très clair, c'est de dire on a eu il y a 120 ans l'arrivée de la chimie dans les médicaments. Il y a une quarantaine d'années, les biologiques, donc avec tout ce qui était anticorps monoclonaux, notamment sur les thérapies, les thérapies actuelles qui arrivent en pleine maturité aujourd'hui, qui amènent de gros avantages thérapeutiques. Peut-être que le digital va être cette troisième vague. Et ce qui est intéressant, c'est de dire ces vagues thérapeutiques, la biologie n'a pas remplacé la chimie en termes de médicaments, mais c'est associé. On a développé notamment ce qu'on appelle des ADC, des immunoconjugués qui combinent à la fois une molécule chimie avec un anticorps pour faire de la thérapie ciblée. On peut demain envisager qu'on ait, par exemple, une molécule qui soit à la fois chimique, biologique, et puis une dimension digitale dans son protocole. Donc, je trouve que c'est assez intéressant à regarder. Rencontre du troisième type, pourquoi pas? La troisième vague thérapeutique, pourquoi pas? Et surtout, de quoi on parle? Donc là, je vous ai mis quelques exemples, mais chaque jour, en ce moment, c'est ça qu'il faut retenir, on est vraiment sur une émergence. Chaque jour, on a des choses nouvelles qui émergent et qui arrivent.
Donc, par exemple, je vous ai mis quelques exemples très rapides. Une société allemande, Gaia, qui développe une solution dans la prise en charge de la dépression. Ils ont fait un partenariat avec Servier, par exemple, et ils sont en train de diffuser leur solution, prise en charge de la dépression sévère, avec cette solution. On a une autre solution qui est, par exemple, Virtaes, c'est une boîte américaine dans le diabète de type 2, avec voilà, des claims assez impressionnants sur la décroissance des traitements et de l'insuline utilisée. On a également des choses, alors ça c'est très intéressant, une boîte franco-israélienne qui s'appelle Sivan avec une solution qui s'appelle MoveCare. Ça, c'est une application qui est en passe d'être remboursée, qui a obtenu un avis positif de la HAS, hein, de la Haute Autorité de la Santé, et qui est une application qui permet de prévenir les rechutes, les risques de rechute chez les patients atteints de cancer du poumon à un stade avancé. Et je crois que l'ordre de grandeur est de l'amélioration est de 30% pour les patients qui utilisent cette application. Et donc, ça a été démontré par études cliniques et approuvé par la HAS. Et on devrait avoir un remboursement très bientôt pour cette application. Et ça serait une première en France, et en tout cas un pas très important en France sur le sujet. C'est donc du life-saving. Là, on parle vraiment d'une application qui sauve des vies. Donc, c'est très important. Pear Therapeutics, boîte américaine qui a fait des choses sur, par exemple, sur l'addiction aux opioïdes et sur l'alcool. Ils ont fait des partenariats avec Novartis, historiquement. Akili, qui est une boîte américaine aussi, qui a fait une thérapie à base de jeux vidéo pour les enfants atteints d'ADHD, donc tout ce qui est hyperactivité. Ils viennent de lancer d'ailleurs leur solution sur le marché là, récemment, à la faveur d'un assouplissement régulier de la FDA d'ailleurs, en pleine période Covid, qui a dit voilà, on autorise à mettre sur le marché très rapidement. Click Therapeutics, boîte américaine là aussi, qui développe beaucoup de solutions, alors sur la base d'une même plateforme, sur de la base de thérapie cognitive et comportementale. Et vous voyez, ils ont développé, alors ce qui est amusant, c'est qu'ils présentent leur pipeline de produits de la même façon qu'une pharma, donc il y a vraiment une façon de mimiquer un peu la pharma qui est assez intéressante. Et donc, eux, ils développent leurs solutions dans plusieurs applications, donc tout ce qui est sevrage tabagique, dépression à nouveau, l'insomnie, l'acute coronary syndrome, la migraine, le overactive bladder, ça c'est très intéressant, c'est l'hyperactivité vésicale, c'est du domaine urologique ça. Donc là, vous voyez, on voit apparaître ce type d'application numérique dans des indications qu'on n'aurait pas forcément identifiées au départ. Volantis, Cocorico, une boîte française qui est une des premières, des pionniers dans le domaine des TX, qui était basée à Paris aux États-Unis, avec Pierre Laurent, qui est à l'initiative d'ailleurs de tout un mouvement. Donc très porteur aussi. Tilac, une autre boîte française plus petite qui développe quelque chose dans la DMLA, pardon, la détection de la DMLA. Donc c'est à base de jeux vidéo, une petite boîte française en plein boom. Et puis j'ai fini par Lucine, qui est une boîte bordelaise qui fait une DTX sur la douleur, la prise en charge de la douleur, et pareil, accord avec Servier et Biogène. Je n'ai volontairement pas mis les excellents travaux de Didier, mais il nous en parlera avec Willy tout à l'heure, hein, mais c'est à dessein. Pour dire aussi qu'aujourd'hui, d'un point de vue pharma, moi je représente aussi une pharma, est-ce que c'est une menace pour la pharma, hein, c'est toutes ces DTX? Alors on peut dire non, parce qu'il y a un partenariat évident qui peut se faire, et qui se fait d'ailleurs avec la pharma en général. Mais chose très intéressante aussi, c'est que ces DTX commencent à se diffuser sur des plateformes dédiées, donc inventent aussi leur mode de distribution et de diffusion qui est totalement numérique. Ce n'est pas simplement des offres numériques, mais c'est également des moyens de distribution numérique. Donc Akili a pensé à faire sa propre plateforme. On a des assureurs, donc là on pourra entendre aussi Valérie et Nadia sur le sujet après, des assureurs américains, donc Blue Shield qui a commencé à développer une plateforme par laquelle elle met à disposition ces outils, un peu ce que veut faire d'ailleurs Dominique avec l'ANS hein, sur la plateforme, il nous en parlera tout à l'heure, mise à disposition d'une plateforme. Donc là c'est du privé, c'est aux États-Unis. Hein, plateforme mise à disposition des DTX au travers de cette plateforme pour les adhérents de l'assurance. Et un peu dans la même logique, CVS Health. Là, CVS, c'est on va dire un distributeur de médicaments, de pharmaceutiques, qui aussi met en place une plateforme de distribution de tout ça. Donc voilà, aussi peut être une révolution, pas simplement dans l'offre, mais aussi dans la façon de l'amener. Donc pour les pharmas, ça peut être aussi questionnant. La question, c'est est-ce qu'il n'y a pas une menace pour la pharma? Alors la pharma, j'ai mis l'Empire contre-attaque, c'est les pharmas qui réagissent, qui font des partenariats. Donc les grosses pharmas sont en train de faire plein de partenariats en ce moment avec ces acteurs. Alors pas toutes les grosses pharmas, mais la plupart.
Je citerai deux exemples. Par exemple, Novartis, qui vient de signer un partenariat avec une boîte qui s'appelle Ambliotech, qui est dans le jeu vidéo, sur de la détection et du traitement, de la prise en charge de alors l'amblyopathie. Je crois que c'est une pathologie de paresse de l'œil, je crois. Donc, il y a des choses autour de ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un partenariat avec Ubisoft. Cette boîte Ambliotech a un partenariat avec Ubisoft, éditeur français de jeux vidéo très connu et avec une place mondiale, et donc il va commencer à rentrer de toute évidence sur ce sujet. On voit aussi la convergence, c'est intéressant, le numérique permet aussi une convergence des secteurs, on en dira deux mots tout à l'heure. Et puis je voudrais aussi faire un petit focus aussi sur cette boîte Orexo qui n'est pas du tout connue, qui est une boîte suédoise, un petit labo pharmaceutique suédois, qui est spécialisé dans on va dire tout ce qui est traitement des addictions et puis des overdoses aux opioïdes notamment, qui est un fléau aujourd'hui aux États-Unis, qui a historiquement un portefeuille pharmaco et qui commence à développer son portefeuille avec, vous voyez, une partie digital therapeutics, digital services. Donc, c'est-à-dire qu'ils viennent complémenter leur portefeuille traditionnel de médicaments avec des. Donc, tout ça, ce sont des signes de plus en plus évidents que cette discipline nouvelle émerge et vient complémenter et vient s'insérer dans l'arsenal thérapeutique à côté des médicaments, parfois en complément et parfois en remplacement. Voilà. Donc, je vais juste passer rapidement, ce que je regarde si j'ai d'autres points à vous citer. Non, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc, voilà un petit peu un panorama très rapide vu les temps, et je crois qu'il faut qu'on garde du temps pour en discuter ensemble. Mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'on est sur l'émergence d'un secteur, d'ailleurs, qui commence à se constituer. Si peut-être que je pourrais vous montrer quelque chose d'intéressant, c'est la constitution de ces DTX ces sociétés ont commencé à constituer un espèce de syndicat, une organisation professionnelle en tout cas qui s'appelle Digital Therapeutics Alliance, alors qui est basée aux États-Unis, mais dont à l'origine 5 sociétés sont à l'origine, dont le français Volantis, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui commence à grossir et qui regroupe en son sein en fait donc des acteurs, des pure players, on dirait du DTX, donc ils sont des acteurs la plupart du temps issus de la technologie. Et dans cette alliance, il y a également viennent se rajouter les grands labos pharma qui commencent à arriver sur le sujet. Et cette alliance a pour but un petit peu de poser les bases, ce que je vous ai montré là, de définir le cadre et faire en sorte que cette nouvelle industrie, on peut qualifier ça de nouvelle industrie, émerge sur des bonnes bases et de manière très rigoureuse. Encore une fois, pour se démarquer de ce qu'on pourrait appeler du charlatanisme ou des solutions pas du tout éprouvées. Voilà, un peu le ménage et préciser ce qu'est un DTX et ce qui n'est pas un DTX. Voilà, j'en reste là, puis on prendra les questions tout à l'heure, mais j'espère que ça a pu vous donner une introduction de ce que pouvait être le DTX et surtout de ce qui est en train de se passer. La chose intéressante, c'est que tout ça arrive en ce moment. Donc, c'est toujours assez passionnant d'assister à l'émergence d'un nouveau phénomène. Voilà. Merci beaucoup, Vincent, pour votre intervention. Est-ce que j'ai le droit de vous poser une petite question piège avant de passer à Nadia? Oui, bien sûr. Si je devais vous dire, allez, en un ou deux mots, un DTX, c'est quoi pour retenir? Je vous la poserai à tous. En deux mots, un DTX, c'est un dispositif numérique qui est prouvé cliniquement, qui a fait la preuve clinique, donc il y a des preuves démontrées de son efficacité et qui vise à prendre en charge une pathologie. Merci beaucoup. Parfait. Avant qu'on passe à la suite avec Nadia, je vous avais dans Converser à droite un tout petit Google Form pour nous dire que vous étiez présent, ce qui nous permettra de vous renvoyer le lien de rediffusion si jamais vous voulez re-regarder ces interactions. Donc, je vous invite dans Converser à remplir votre nom et votre prénom. Ça prend 2 secondes. C'est juste pour qu'on sache qui était présent. Et donc, je passe la parole à notre intervenante suivante qui est Nadia Kamal, directrice de la filière innovation et des opérations de la transformation chez Harmonie Mutuelle. Merci Nadia d'être avec nous et la parole est à vous. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'occupe effectivement de l'innovation au niveau d'Harmonie Mutuelle sur le plan national. Valérie Sahuc est avec moi aujourd'hui sur la partie Occitanie Sud-Ouest. En fait, je voulais compléter effectivement les paroles de Vincent en disant que tous ces thérapeutiques digitales ne pourront être possibles qu'avec l'intervention humaine.
C'est-à-dire qu'on ne pourra pas mettre le patient face à ces simples thérapeutiques et qu'il fallait absolument faire une intervention d'un professionnel de santé, comme un médicament est proposé au patient par un médecin. La thérapeutique digitale doit être proposée et accompagnée et suivie par un professionnel de santé, que ce soit une infirmière ou un médecin. Dans le cadre d'Harmonie Mutuelle et au sein du groupe dont on dépend, qui est le groupe VIVE, le premier groupe de protection sociale, nous avons 2 plateformes au jour d'aujourd'hui que l'on ne peut pas exactement donner comme terme thérapie digitale, mais ce sont des plateformes qui permettent aux patients d'optimiser son parcours de soins. Donc, il y a un lien quand même assez commun. Il y a une première plateforme qui s'appelle ViveOptime, qui accompagne le patient dans ses problèmes cardiovasculaires. Et on voit bien en fait, c'est une plateforme en expérimentation, et on voit bien en fait que si on ne fait pas intervenir un professionnel de santé, qui soit cardiologue, infirmier ou infirmière, durant 3 mois, le patient arrête. Donc ça, c'est un élément clé dans le business model de toutes ces startups, de toutes ces solutions dans le dispositif de thérapie digitale. Il faut absolument y penser. On a une deuxième plateforme qui est la plateforme Autonomie, qui est une plateforme également dédiée aux patients. Et on a exactement le même retour expérimental. Donc, c'est des retours qui sont assez récents d'expérimentation, où il faut absolument un professionnel de santé qui accompagne ce patient dans cette thérapeutique. Et c'est là-dessus sur lequel je veux vraiment insister. Pour tout développeur, je ne sais pas combien il y a d'entreprises parmi les personnes qui nous écoutent, mais il y a un point clé qu'il faut bien penser. Vous ne pouvez pas faire que du digital seul. Il faut absolument un intervenant santé pour le patient. Et le deuxième point sur lequel je souhaiterais insister dans le cadre de ces thérapies digitales, on est très sollicité en tant que mutuelle structure de protection sociale à payer, c'est-à-dire à vouloir, on nous demande souvent de rembourser cette solution. Mais il faut bien y réfléchir parce qu'au jour d'aujourd'hui, le payeur ne pourra pas être que la mutuelle ou que la sécurité sociale, mais ça sera un assemblage de plusieurs acteurs. Et il faut construire ces business models pour le bien du patient, avec le professionnel de santé et avec tous les payeurs, pas uniquement les mutuelles. Voilà, je me permettrai de m'arrêter là pour laisser la place aux autres intervenants. Je vous remercie, Nadia. Alors, je vais vous poser une question un tout petit peu différente de celle de Vincent avant de passer à la suite. J'ai envie de dire, du coup, au regard de ce que vous amenez dans l'humain, quels sont vos espoirs pour les DTX en termes d'usage demain? L'usage, il est bon uniquement si un professionnel de santé qui est en capacité de suivre le patient qui utilisera cette thérapie digitale. Le médecin proposera cette thérapie digitale, je parle du système français de soins, et s'il y a une personne, un professionnel de santé qui est en capacité de suivre le patient avec cette thérapie digitale, je pense que les résultats seront là. Merci encore pour votre intervention. Je ne me doute pas qu'il y aura beaucoup de questions par la suite. Je donne maintenant la parole à Didier Kenassia et à Willy Lafranc. Alors, je vous laisse tous les deux vous répartir la parole. Je crois que vous êtes relativement bien organisés pour ça. Donc, je ne vous interromprai pas dans votre présentation de différentes expérimentations. Et vous aurez le droit à une petite question surprise à la fin. Mais vous avez vu, ce n'est pas piège non plus. Merci Nadia. Je vous invite à couper votre micro pour pas qu'il y ait d'interaction. Et on passe à la suite. Merci beaucoup Anne-Sophie. Avant de démarrer, je voudrais remercier la mêlée de faire un 5 à 7 sur cette thématique-là parce qu'elle est, vous allez voir à quel point elle nous anime et comme l'a dit Vincent, c'est une dynamique qui est en train d'émerger. Vincent, si tu me permets, je voudrais te remercier aussi parce que le tableau que tu poses est tout à fait très, très, très précieux pour comprendre ce qu'est une DTX et l'enjeu que ça représente. Tu nous as montré que c'était une dynamique mondiale, mais que la France savait s'illustrer dans ce panorama et peut-être qu'on descendra au niveau de la région dans une des discussions de la soirée. Donc, un grand merci. Nadia, on ne se connaît pas, mais vous allez voir à quel point je vais souscrire au nom d'Apineuron et à mon nom à tout ce que vous avez dit et peut-être que les propos que je vais tenir vont l'illustrer et OK. Alors donc moi je suis Didier Kenassia, j'ai le plaisir de diriger une compagnie qui s'appelle Apineuron. Apineuron, on existe depuis maintenant une vingtaine d'années.
nous sommes éditeurs d'outils digitaux à visée thérapeutique. Et ça, nous le faisons depuis désormais 20 ans. Il y a 20 ans, en 2000, les premiers ordis, les premiers modems, on prend ce pari fou de se lancer dans cette dynamique-là. Je ne vous cache pas qu'il aura fallu ces 20 ans pour que ça ressemble enfin à la vision que nous avions à cette époque-là. Mais ça y est, nous y sommes aujourd'hui. Il y a cette dynamique qui nous aide et qui nous porte d'ailleurs. Voilà. Happy Neuron, j'ai grand plaisir à citer, donc c'est la marque santé de SBT Humans Matter. SBT Humans Matter, c'est une équipe. Nous sommes une entreprise internationale de design cognitif, c'est-à-dire qu'on invente, qu'on fabrique, qu'on conçoit des expériences, des plateformes, des outils pour accompagner les potentialités des personnes. Et ça, on le fait dans l'entreprise avec tout un secteur de SBT. On le fait dans l'éducation et on se lance là-dessus. Et on le fait dans la santé depuis 20 ans. Et c'est sous cette marque Happy Neuron qu'on le porte. Alors, c'est pas que je profite de ce soir pour présenter Happy Neuron, c'est je dois présenter Happy Neuron parce que vous connaissez pas notre activité et pour montrer que notre affinité avec les thérapies digitales, je vais me servir de notre réalité. Donc notre ADN chez Happy Neuron, c'est voilà, de vouloir accompagner un patient qui a un trouble cognitif qui est soit la cause, soit la conséquence d'une pathologie. Et accompagner ce patient-là pendant tout son parcours de soins. Et ce, avec des outils digitaux qui vont avoir différentes missions à différents moments de ce parcours. Voilà. Dans les faits, aujourd'hui, on compte en France quasiment 10 000 professionnels de santé qui utilisent des outils Happy Neuron, comme ceux que je vais décrire dans pas longtemps. Et avec 1000 professionnels de santé, on comptabilise entre 300 000 et 1 million de patients qui sont en contact avec des thérapies digitales que Neuron édite et conçoit. Pourquoi ce grand écart? 300 000, c'est tous ceux qu'on va vraiment comptabiliser où on intervient à tous les stades de ce parcours, de l'évaluation à la prise en charge. Et 1 million, c'est ceux qui, à un moment de leur parcours, vont utiliser un outil Happy Neuron de manière contextée dans une prise en charge vraiment globale. Mais la réalité d'aujourd'hui, c'est celle-ci. On a une activité en langue française, donc on dépasse nos frontières, Belgique, Suisse, Canada, Maghreb, évidemment. Et aussi, on a une activité en langue anglaise. On a 3 personnes désormais aux États-Unis avec une activité qui démarre. Donc, vous voyez, nous aussi, on a cette ambition, on va dire, internationale sur cette dimension de thérapie digitale. Ceci étant dit, je vais peut-être des fois rentrer dans des parties, si c'est trop précis ou trop lent, vous me le direz et j'accélérerai. Mais dans ce parcours de soins, je vais identifier 3 moments clés où Neuron met à disposition des outils qualifiables de thérapie digitale. Parce qu'on va cocher les différentes cases que Vincent énonçait en termes de validation, de standardisation des outils qu'on met à disposition. La première étape du parcours, ce n'est pas tout à fait des thérapies digitales qu'on met à disposition pour cette première étape. Vous allez voir la subtilité. La première étape, c'est l'évaluation, c'est le diagnostic. Dans des pathologies où la cognition est impactée, alors là on va sur tous les âges, de la petite enfance au grand âge, en passant de la neurologie à la psychiatrie, à la gériatrie, on va croiser toutes ces pathologies qui peuvent être jusqu'à très douloureuses. Donc l'évaluation cognitive de ces patients, elle est confiée à des professionnels de santé. Et ces professionnels de santé qui ont le décret de compétence pour le faire, ce sont soit, selon le prescripteur et la pathologie, ce seront soit des neuropsychologues, alors plus précisément des psychologues spécialisés en neuropsychologie, des neuropsys, soit des orthophonistes, selon le bilan qui est prescrit par un spécialiste ou un médecin généraliste. Pour faire ces évaluations-là, cognitives, il y a évidemment l'expertise clinique, le regard clinique de ce praticien, mais ce regard-là doit être absolument et nécessairement objectivé
par, cette fois-ci, des données de bilan qui, eux, sont des bilans standardisés, qui sont des gold standards de l'évaluation, qui vont permettre à un examinateur de comparer la performance d'un patient qui vient avec une plainte à une cohorte saine, et selon la distance qu'il y a entre le résultat de ce patient et la norme, de pouvoir poser un diagnostic, alors pas un diagnostic au sens médical, mais un diagnostic au sens soit orthophonique, soit neuropsychologique. Et pour ce faire, on va utiliser des outils qui, eux, sont nécessairement standardisés. Alors, pas nécessairement digitaux, mais nécessairement standardisés et normalisés. Bon, mais pour notre part, à Pineuron, nous, ce qu'on fait, et déjà depuis une vraie quinzaine d'années, on fait des outils d'évaluation, mais digitaux. Et là, on est déjà dans les thérapies digitales, mais on est en amont de la thérapie digitale, on est dans l'évaluation digitale. Et là, après, l'idée, c'est pas de faire une liste à la Prévert de tout ce qu'on a comme outil d'évaluation, peu importe, mais pour dire qu'en France, on va un patient sur 3 ou sur 4 qui est envoyé vers l'orthophonie et diagnostiqué à partir d'outils que nous éditons. D'où la responsabilité et l'engagement scientifique et de rigueur que nous avons dès ce stade-là du parcours, puisqu'on parle de l'évaluation. Après l'évaluation, on va pouvoir, et ça c'est l'enjeu du professionnel de santé, et vous voyez Nadia à quel point je suis dans vos traces, le professionnel de santé qui est un ingénieur va définir un projet thérapeutique. Et dans ce projet thérapeutique, ça y est, on rentre dans la thérapie, on va soigner quelque chose qu'on a identifié. Et là, pour ce faire, on a cette chance, nous, dans les pathologies qu'on adresse, ou en s'occupant de la cognition, de pouvoir utiliser particulièrement le digital, plus que dans d'autres aires thérapeutiques où peut-être que le digital est plus subtil à amener dans le parcours de soins. Pour nous, c'est assez évident, puisqu'on va parler de fonctions exécutives, de fonctions attentionnelles, de langage, de mémoire. Et là, le digital va pouvoir être un allié précieux. Bon, mais pour la partie rééducation, c'est-à-dire le thérapeute avec son patient, il va utiliser des outils digitaux. Et là, typiquement, c'est le métier premier d'Apineuron. C'est ce qu'on fait depuis 20 ans. Alors, il y a 20 ans, il y avait peu de place au digital. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y a 15 ans ou 10 ans, il y avait peu de place à des exigences de données probantes, de evidence-based practice. Aujourd'hui, clairement, c'est fondamental. Et les outils que nous mettons à disposition de ces professionnels de santé sont effectivement des thérapies digitales, puisque nous allons mettre à disposition dans ces outils de quoi objectiver l'efficacité du programme qui a été retenu par ce thérapeute. Donc on est clairement en plein dedans. Et pour prolonger ce parcours-là, toujours dans ce moment de prise en charge, comme tout dépendra quand même de l'intensité de cet entraînement ou de cette prise en charge, ce n'est pas uniquement la demi-heure ou les 3/4 d'heure ou l'heure par semaine avec son thérapeute qui va permettre de viser l'intensité qu'il faut atteindre. On parle de jusqu'à 2 heures par semaine. Donc, il faut qu'aujourd'hui, et ça s'installe, il faut que les pratiques s'augmentent par, cette fois-ci, un entraînement du patient en autonomie à la maison entre des séances, mais sous supervision de ce professionnel de santé. Sous supervision à la fois et de manière fondamentale pour que ce qui soit recommandé à faire soit spécifique et sensible et dans le protocole thérapeutique, mais aussi, et là vous le disiez, pour avoir ce rôle d'animation de ce contrat, de faire cet entraînement. Parce que c'est quand même coûteux cognitivement de faire 20 minutes par jour de ce qui sera recommandé par le pro. Voilà. Donc ça, vous voyez, évaluation, on est déjà dans les thérapies digitales, mais c'est de l'évaluation digitale. Là, la partie rééducation, que ce soit en présentiel ou en téléconsultation avec son praticien ou en augmentation par du travail spécifique à la maison. Et dernier niveau,
ces prises en charge, elles s'arrêtent qu'on soit passé par un centre un SSR, un centre de suite ou de réadaptation dans une pathologie, ou qu'on ait été pris en charge par un professionnel libéral en soins de ville. À terme, on rentre chez soi. Et là, c'est les parents pauvres aujourd'hui du parcours, c'est-à-dire que pour ces aspects cognitifs, eh bien, ils sont à nouveau livrés à eux-mêmes. Notre mission, notre job, c'est typiquement avec les thérapies digitales de pouvoir permettre de poursuivre ce parcours qui a été initié, et toujours pareil dans une logique de dossier médical, en suivi de quelque chose qui a été initié par un professionnel de santé. Donc, vous voyez tout à l'heure, quand je vous disais, voilà, on est très alignés, nous, on nage dans ce schéma-là de la relation de ce couple professionnel de santé et son patient, auquel aujourd'hui, indiscutablement, on rajoute un troisième acteur fondamental qui est l'aidant familial, qui, pour augmenter et permettre que ces thérapies s'observent au sens soit respectées, l'aidant familial dans un cadre d'accompagnement parental ou d'accompagnement familial est assez fondamental, et c'est un nouvel acteur qui est aujourd'hui très considéré dans le parcours. Voilà. Donc, pour aller plus vite, nous, de notre côté, chez Happy Neuron, on n'adresse pas toutes les aires thérapeutiques. On est sur celles où la cognition est centrale et celles pour lesquelles on a des expertises, des relations avec la science et la recherche. Donc, les trois terrains sur lesquels on s'illustre et on veut avoir une place majeure et reconnue, ce sont celles des troubles 10, les dyslexie, dysphasie, dyspraxie. Donc, c'est très orienté sur le périmètre enfant-adolescent, si ça peut aller plus loin évidemment, mais les troubles 10 qui ont un impact sur les troubles des apprentissages, où ça on est sur notre cœur de métier historique, c'est un premier point. Un deuxième point sur lequel on est très sollicité, où on a beaucoup de travaux en cours, de recherche, de validation, c'est sur la partie lésions cérébrales et les impacts que ça a à nouveau sur la cognition, très souvent sur le langage. On va parler de l'aphasie dans le cadre des AVC, des traumatismes crâniens et autres drames de la vie. Où donc là, on a des outils qui sont en cours de validation et je vais plus vite. Et donc, la surdité pour laquelle on fait des dispositifs médicaux actuellement. Voilà. Je vais passer la parole à Willy parce que je voudrais dire que cette semaine, on est dans une actualité, c'est complètement fortuit. On lance aujourd'hui une nouvelle DTX qui en est une à part entière, qui coche toutes les cases qui ont été citées, qui s'appelle Maeva. Et Maeva, c'est un outil qui vise alors dans le cadre des troubles 10, qui vise à un aspect très pointu qui est l'empan visio-attentionnel, que l'on va entraîner pour améliorer la vitesse de lecture chez des patients pour qui elle est insuffisante pour acquérir la lecture et rester dans le circuit scolaire. Pour ça, vous allez voir, on a un entraînement, il est très laborieux, c'est très répétitif, donc on a vraiment besoin du digital pour cela. Je vais très vite passer la parole à Willy. On a fait appel à une agence qui a une forte sensibilité pour que ce public spécifique des enfants respecte ce protocole parce que ça va durer pendant 6 semaines à raison de 5 fois par semaine. Donc, on avait besoin de mettre un très, très bel écran à la tâche qui, elle, est validée par une équipe de recherche de CNRS. Willy, excuse-moi d'avoir été long. Je te passe la parole si tu veux bien. Merci Didier. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Vous m'entendez? On t'entend, mais il faudrait que tu parles un peu plus fort quand même. D'accord, je vais essayer de parler un petit peu plus fort. J'ai des soucis de micro. C'est mieux comme ça? C'est pas mal. C'est pas mal. Ok, très bien. Bon, merci Didier. C'est toujours passionnant de t'écouter et de te suivre depuis ces années. Je fais 30 secondes pour expliquer un peu qui on est. Freya, on fait des jeux utiles pour les entreprises et les collectivités. Donc, du jeu qui va du mobile jusqu'à la console et des jeux en carton jusqu'à des bandes d'arcade qu'on fabrique nous-mêmes et dans lesquels on met nos propres jeux à l'intérieur.
Moi, je viens du monde de la santé, de la rééducation et de la neuropsychologie, donc je bois du petit lait, je me régale et toute l'équipe s'est régalée à travailler sur Maeva. Je rejoins ce que disait Nadia par rapport à l'humain, parce que c'est notre partie, toute la partie amont concerne la fabrication de l'outil. Si je considère l'outil comme un médicament numérique qui même est fondé sur des preuves, qui serait reconnu, qui serait prescrit, en bout de chaîne, on revient à l'humain parce que ce médicament-là, il fonctionne que si on l'avale quelque part. Et si on l'avale de façon régulière, si on l'avale sans excès, on parlait tout à l'heure des addictions au jeu, on peut parler aussi d'un effet pervers à trop jouer. Moi, quand j'étais rééducateur, parfois, je corrigeais les exercices que je pouvais donner aux enfants et je corrigeais les parents. Soit ils tenaient le stylo, soit ils leur faisaient faire 10 fois alors que c'était inutile et ils les dégoûtaient. Et ce médicament, il doit aussi ne pas être oublié. Donc, notre job, c'est d'emballer ce médicament et de rendre la notice sympathique. Voilà, ça, c'est le boulot. Notre challenge, c'est qu'en général, dans un jeu, on cherche à donner envie aux gens de revenir jouer à quelque chose qui est sympathique. Là, on va rééduquer des troubles, donc on va pointer des difficultés. Donc là, notre job, c'est plutôt de leur donner envie de ne pas partir en courant. Donc le challenge est vraiment là. Donc en fait, la démarche, elle est simple. On va regarder ce qui existe déjà dans le domaine du jeu vidéo, et notamment tous ces jeux vidéo que vous connaissez certainement qui rendent les gens un peu addicts et qui leur font dépenser beaucoup d'argent. On va regarder les mécaniques qui sont mises en place. On va prendre ce qui nous intéresse, on va le stériliser parce que souvent, il n'y a pas beaucoup d'éthique là-dedans. Et là, nous, notre volonté, c'est de motiver et d'inciter et pas de rendre une audience captive. Et on va appliquer ça au domaine de la santé. Donc, typiquement sur Maeva, on a fabriqué tout le monde qui gravite autour du jeu et qui va donner envie aux gamins de revenir jouer. Pas trop, parce que s'il revient et qu'il a déjà joué, la salle de jeu, par exemple, est fermée, donc il ne peut pas, il reviendra le lendemain, mais il faut lui trouver une motivation à revenir. Donc, on utilise beaucoup de choses, on a créé déjà tout un univers, on a donné du sens, on a donné un but, on a donné un objectif. Donc, vous voyez derrière les premiers écrans de Maeva, on a mis une ambiance et un but. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de Maeva, mais le petit guerrier va devoir s'entraîner pour accéder à un statut de guerrier céleste. Et donc, pour ça, il va devoir revenir. Donc, ce contexte et ce but est assez important. Le deuxième point qui est important, c'est qu'on va jouer sur un levier, alors je ne vais pas faire trop long sur ces sujets-là, mais qui est un levier de motivation qui est la collection. Voilà. Il y a beaucoup de jeux qui utilisent ces systèmes-là, donc l'enfant va pouvoir, en jouant et en faisant le protocole Maeva, va pouvoir récupérer des coffres plus ou moins grands, tirés de façon aléatoire. Et à l'intérieur de ces coffres, il y aura des ressources. Donc, il y a un premier levier qui est je joue, je gagne un coffre. Je ne sais pas s'il est grand ou s'il est petit, je vais vite aller regarder ce que j'ai gagné. Le coffre s'ouvre et à l'intérieur, j'ai des ressources. Et ces ressources sont tirées un peu de façon aléatoire. Donc, c'est un petit peu l'effet pochette surprise. Quand vous étiez petit, vous aviez la pochette des garçons et la pochette des filles. On allait toujours acheter des pochettes pour voir ce qu'il y avait dedans. Ce n'était pas génial, mais on avait toujours envie de venir voir s'il n'y avait pas quelque chose de mieux. Donc, c'est le deuxième levier qui est cette notion de collection mais avec un tirage aléatoire. Un autre outil qu'on utilise, c'est la customisation, puisqu'avec ces ressources, l'enfant va pouvoir fabriquer des éléments qui vont venir agrémenter, décorer son personnage. Donc, on est parti sur une ambiance ethnique avec des personnages de tribus différentes et l'enfant va pouvoir, en fonction des ressources, gagner en jouant à Maeva, fabriquer un masque, fabriquer différents habits. Voilà. Au fur et à mesure qu'il joue et qu'il joue régulièrement, il va gagner des outils supplémentaires, il va avoir des différents types de bâtons de pouvoir qui vont montrer aussi bien en plus à l'orthophoniste en voyant simplement le personnage où on est l'enfant. Et on va créer tout un contexte et toute une envie autour du jeu. Donc voilà, si je dois résumer, notre job, c'est de faire en sorte que le médicament est un bon goût de chewing-gum, que les enfants le prennent sans rechigner, qu'il ne soit pas trop bon pour pas qu'ils en prennent tout le temps, parce que trop, ça serait dangereux. Et en même temps, de lui donner envie de revenir et de persister. Voilà. Merci beaucoup, Willy et Didier. Avant qu'on passe à Monsieur Pont, j'ai une dernière question pour vous qui serait plutôt tournée autour de l'écosystème des DTX.
parce qu'on voit bien que ça demande la centralisation finalement de différents acteurs. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui à l'écosystème français pour se structurer, au niveau de l'écosystème des DTX, pour se structurer un peu? Qu'est-ce qui, selon vous, il manque? En un ou deux mots pour passer à M. Pons. Si tu veux bien, Willy, je réponds. Vas-y. Il manque plus grand-chose parce qu'aujourd'hui, on s'est identifié et on a compris que nous devions conjuguer des efforts, des moyens et mutualiser des pratiques. Donc, je pense que à l'échelle de 6 mois, 1 an, on pourra illustrer que nous avons trouvé un endroit pour converger. Il y a aujourd'hui la Digital Therapeutics Alliance, qui est une émanation internationale à laquelle on compte effectivement les acteurs cités en être parce qu'il se dégage des choses. Mais après, vous allez voir quand Dominique va parler, on va immédiatement suivre ces dynamiques qui se dégagent et qui se créent en France. Et ensuite, dans le cadre de réflexion, de partage de pratiques, de mutualisation pour toutes les investigations cliniques, démonstrations médico-économiques, on a vraiment besoin de se conjuguer. Et peut-être que c'est Vincent qui va orchestrer tout ça en nous fédérant. Je sais qu'on en a déjà parlé. Voilà. Vincent, un appel pour vous de fédérer les acteurs du DTX. Non, moi, je suis convaincu. C'est vrai que, et notamment au niveau Occitanie, je vais juste vous partager à l'écran. Regardez, je me suis amusé à faire cette petite cartographie. Je ne sais pas si vous la voyez. C'est une cartographie non exhaustive de tous les gens qui peuvent avoir un rôle dans tout ça. Et au niveau de l'Occitanie, il y a beaucoup de monde. Et il y a des gens très divers, il y a des industriels. Je vais vous prendre un exemple. Et je cite aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont là, mais les gens de l'aéronautique aujourd'hui qui sont un petit peu en perturbation annoncée, et on va l'être tous, mais eux particulièrement, il y a un champ de diversification énorme pour des gens, par exemple, comme Thales, qui développent des systèmes d'aide au pilotage, tout un tas de systèmes liés à l'attention des pilotes, etc. Et on est sur des problématiques très voisines avec ce qu'on peut faire sur les thérapies cognitives et comportementales. Voilà, c'est juste un exemple au hasard, mais qui montre qu'il peut y avoir des ponts. Donc, il y a plein de gens avec beaucoup de compétences sur la région. Il y a Anity, il y a beaucoup de volonté. Et à un moment donné, je pense qu'il sera intéressant de fédérer. Il y a des acteurs, comme on voit ici, qui sont autour de la table, Happy Neurone, Freya, des gens comme Covirtua, qui sont sur le territoire. Et il y en a bien d'autres. C'est évidemment pas exhaustif, mais déjà, regardez tout ce qu'on pourrait arriver à fédérer au niveau Occitanie. Moi, j'ai la conviction, c'est une conviction personnelle, qu'au niveau de cette grande région du Sud, il y a un truc à faire spécifiquement. Voilà. Il faut arriver maintenant à convaincre et puis à mobiliser, mais je pense qu'on peut faire un truc très, très particulier, justement en e-santé de manière générale, mais spécifiquement sur les DTX. Voilà. Donc, merci beaucoup, Vincent, et merci pour le partage de cette carte. Je pense que ça donne une meilleure image effectivement de l'ensemble des acteurs qui peuvent se coordonner sur ce sujet. Monsieur Pons, je vous laisse la parole. Merci beaucoup encore de votre participation et le micro est à vous. Oui, bonjour à tous. C'est bon, vous m'entendez bien là, oui? Alors, bon, pour essayer dans un premier temps de réagir sur ce qu'on vient d'entendre avec ma vision, mon prisme, qui vaut ce qui vaut. C'est sûr que ça va se développer, les thérapies digitales, dans la mesure où en plus c'est objectivé par le biais d'études, que ça va être prescrit, donc on va rentrer forcément dans ce type de nouveau monde. Mais bon, il y a quand même plusieurs sujets d'interrogation, et puis chaque fois que j'ai parlé de ça, je le vois bien au ministère, ils sont quand même un peu paumés par rapport à ça. Est-ce qu'il faut rembourser ce genre de truc, par exemple? Est-ce qu'au même titre qu'un médicament, est-ce qu'il faut rembourser? Et comment on fait? Comment on sait ce qu'il faudra référencer ou pas référencer? Ça sera quoi les process? Donc on sent que à la fois que c'est inéluctable et que ça va avancer, mais aujourd'hui, je ne sens pas les pouvoirs publics, en tout cas ce que j'en connais, notamment au ministère de la Santé, capables non seulement de réguler, mais en plus d'imaginer un modèle de financement basé sur la solidarité, donc la Sécu en gros,
comment ça va intervenir à ce niveau-là. Je peux vous dire que, par exemple, j'ai parlé de ce sujet du financement de ce type d'application, de référencement de ce type de thérapie, même sur la base d'études, par exemple pour MoveCare, qui a été le truc un peu emblématique, récent, médiatisé, etc. Mais même là, j'ai senti le ministère de la Santé paumé, quoi, et l'assurance maladie paumée par rapport à ça. Donc là, ce que je pense, c'est qu'il y a vraiment un modèle à imaginer pour que ça devienne voilà, fluide comme un médicament, quoi. Et puis que ça soit, qu'on puisse avoir un contrôle éthique, un contrôle citoyen, une égalité d'accès à ce type de thérapeutique par rapport à tout le monde. Donc, bon, je pense que, voilà, de façon très claire, on n'est pas tout à fait prêt. Au niveau du pays, quoi, je parle. Ensuite, l'autre point, c'est qui me marque quand j'entends parler de ce sujet, c'est non, mais c'est super quand même de pouvoir avoir des prescriptions d'un outil digital prescrit par un médecin pour se soigner. Non, mais d'accord, mais on n'a toujours pas quand même nos vaccins. On n'a toujours pas nos antécédents médicaux quelque part dans un carnet de santé. On n'a rien, on n'a que dalle par rapport à voilà, notre dossier médical. On a vraiment rien, quoi. Donc, à côté, on va se dire, ouais, fantastique, médecine 12.0, blablabla. Et d'un autre côté, le b.a.-ba de ce qu'on serait en droit d'avoir, c'est-à-dire en gros le petit carnet bleu qu'on avait quand on était enfant, là, juste sur du digital, ben ça, c'est toujours pas prêt, quoi. Donc, il y a une espèce de truc à la française qui est notre syndrome, c'est-à-dire de naviguer entre le fantasme et la frustration, quoi. On fantasme sur un truc Star Trek, et on est frustré parce que les trucs hyper simples, collectifs, humbles, de base, on n'est pas capable de les faire collectivement. Donc, moi, ce que je pense, c'est que la carte que montrait Vincent, qui est réjouissante en matière de dynamique, d'innovation, de créativité, d'énergie, dont on est capable en France, ça c'est le super côté. J'en reparlerai par rapport à la crise Covid. Le super mauvais côté, c'est que si vous mettez à la place du patient qui est et diabétique, et dyslexique, et atteint d'un cancer en phase 3, ben chaque fois, on va lui demander de saisir 17 000 fois son dossier médical, ses éléments, ses antécédents. Ils vont être stockés à 3 endroits. Il va avoir des mots de passe, des codes différents. Et donc, un peu comme les professionnels de santé aujourd'hui, qui sont obligés de naviguer entre plein d'outils sans cohérence commune, eh ben, si on ne prend pas le sujet de façon un peu globale, en se mettant d'accord une bonne fois pour toutes que toutes ces applications elles doivent avoir des fondations communes, voilà, eh ben, on va se retrouver avec l'entropie à la française, le bordel, quoi. Voilà un peu comment je sens le truc, moi. Donc, par rapport à ça, ce qui est positif, et pour faire un peu le parallèle, puisque je pense que c'est intéressant d'en parler dans le cadre de la crise Covid. Ce qui est quand même super dans notre pays, moi ce que j'ai trouvé hyper touchant par rapport au numérique, c'est l'engagement des entrepreneurs, des professionnels de santé pour trouver des solutions à cette crise en imaginant plein de dispositifs de télésurveillance, de téléconsultation, de diagnostic, de collecte de tests PCR. Il y a plein d'initiatives positives et qui montrent que quand même on est un super pays en matière d'énergie, de créativité, d'inventivité, de réactivité. Donc ça, c'est le côté super touchant et quand même sur lequel on peut capitaliser. Mais, comme d'hab, en fait, dès lors qu'il faut faire un truc simple et avancer de façon collective pour se fédérer, ben, on galère, quoi. Si vous prenez, par exemple, aujourd'hui le suivi des patients Covid et de leurs contacts, bon, on a monté, donc c'est un exploit au niveau du ministère de la Santé, pour moi c'est une première française, on a réussi en 3 semaines à monter une plateforme nationale qui collecte tous les tests PCR de France. Impossible de recoller ces résultats avec les bases de données de l'assurance maladie et de n'importe quel industriel français, parce qu'on ne sait même pas de quel patient on parle, parce qu'on n'a même pas d'identifiant numérique commun pour tous les patients et tous les citoyens français. On va parler de DTX, on n'a même pas un identifiant national pour parler de la santé des gens. On n'a même pas un identifiant pour les professionnels qui vont utiliser ces outils. Donc moi, ce que je pense, c'est que c'est super de tirer vers l'innovation, c'est super de se projeter dans l'avenir parce que ça donne une énergie, ça donne foi un peu dans tout ce qu'on pourrait inventer de notre futur.
mais il faut qu'on soit aussi capable collectivement d'avoir l'humilité de faire des trucs simples collectivement. Et les trucs simples collectifs, dans la e-santé en France, que ce soit pour les DTX, que ce soit pour la e-santé de manière générale, c'est des trucs basiques, pas sexy. C'est pas avec ça qu'on va passer sur le journal de France 2. Voilà, on va pas faire le buzz, mais c'est l'humilité de faire des trucs de base communs. C'est un identifiant numérique pour tous les Français, obligatoire dans tous les logiciels DTX, e-santé. C'est une façon d'identifier les professionnels et de les identifier de la même façon dans une même base de données nationale. C'est le fait d'avoir un stocker des données de synthèse médicale accessible par toutes les applications santé avec le consentement du patient, parce que ça doit être lui le boss. Mais cette règle-là et ces principes-là, ils doivent être institués dans la loi et posés dans la loi. C'est le fait que, je sais pas, ok, c'est super d'avoir des apps de partout sur les stores, mais quand même, ça serait quand même super tout bêtement d'avoir une adresse mail sécurisée de santé pour qu'on nous envoie des données de façon sécurisée et qu'on ne fasse pas ça sur WhatsApp ou sur Gmail. Faire des trucs humbles, basiques, quoi. Ces trucs-là, je pense qu'il y a un créneau d'opportunité en ce moment, pour plein de raisons, qui font qu'on peut y arriver à le faire et à pas résoudre tous les problèmes du numérique en santé en France, mais à franchir collectivement cette étape-là clé de dire, allez, il doit y avoir une union sacrée, association de patients, pouvoir public, industriels, professionnels de santé, pour ces fondations maintenant en France, on se base tous sur ces mêmes fondations. Si on fait ça, la créativité, l'énergie, l'inventivité qu'il y a en France, notre tradition éthique, humaniste, elle va se développer, on aura des effets de levier fantastiques et on arrêtera de pleurer en disant on est moins bon que les Ricains ou les Chinois. On arrivera à développer un modèle à la française et on bénéficiera de notre inventivité et de notre énergie. Mais tant qu'on fonctionne en mouvement brownien, on se fera avoir et on perdra notre souveraineté dans la souveraineté numérique en France et en Europe. Donc, pour moi, il faut qu'on passe de ce mouvement brownien à un mouvement d'abeilles dans une ruche, quoi. Ok, on a notre autonomie, mais on doit se discipliner pour faire des trucs simples. Et si on se met tous ensemble à faire ça, on fera du miel. Ce truc-là, aujourd'hui, avant-hier, Édouard Philippe présentait dans le cadre du Ségur de la santé les 5 grandes orientations après le plan Ma Santé 2022 d'Agnès Buzyn. Et vous aurez remarqué que le dernier axe, il a présenté 5 axes. Les 4 premiers, c'était sur l'investissement, la revalorisation des salaires, l'organisation territoriale, le management dans les hôpitaux, etc. Le 5e, c'est le numérique. Et dans le numérique, le projet emblématique qu'il a cité en disant que c'était un projet qu'il fallait faire aboutir avant le 1er janvier 2022, c'est ce qu'on appelle l'espace numérique de santé. C'est mon combat. Voilà, je vous le dis honnêtement, c'est mon combat. Cet espace numérique de santé, c'est quoi? Ça va être ouvert pour tous les citoyens français au 1er janvier 2022. C'est quelques briques de base communes pour chaque citoyen français, que ce soit la mamie d'Ariège ou le bobo geek parisien, tout le monde, à égalité, porté par les pouvoirs publics, hébergé en France. Voilà, moi, j'assume un truc ringard, que je veux que ça soit souverain. Quoi. Voilà, point. Et sur cette base-là, un tout bête carnet de santé où les gens pourront stocker leurs données médicales à leurs mains. C'est le citoyen, le boss, c'est lui qui donne le consentement sur l'accès à ces données. C'est lui qui peut les ranger. C'est lui qui, au travers de son adresse mail sécurisée, pourra recevoir des données de santé et les ranger. Il aura son calendrier avec ses événements de santé sécurisés. Voilà, il aura son dossier médical qu'il pourra partager avec les pros, mais c'est lui enfin qui sera le patron. Et il aura surtout, le point le plus important, un magasin d'applications, un store, avec des applications qui auront été référencées, validées par les pouvoirs publics, développées par l'écosystème. Et pour moi, on retrouve une vraie logique de service public moderne. Les pouvoirs publics garantissent l'éthique, les fondations, le socle pour garantir une souveraineté, une éthique, une égalité vis-à-vis des citoyens, mais il arrête de remplacer l'écosystème, la créativité des industriels, des start-upers, des professionnels qui, eux, créent des services à valeur ajoutée métier, comme CDTX, mais comme plein d'autres sujets, voilà, de la prise de rendez-vous en ligne, des portails patients d'hôpitaux, des outils de téléconsultation, des outils d'accompagnement du patient diabétique. Il y a 1000 innovations à créer pour la femme enceinte, pour l'insuffisance cardiaque, il y a plein de trucs. Mais eux, ces industriels, on leur dit,
C'est terminé, vous ne travaillez plus en silo, vous vous basez sur le même socle. Et si vous basez sur le même socle, le citoyen français sera plus paumé, il saura qu'il y a un référencement d'application et que quand il va utiliser tel DTX, il n'aura pas besoin de ressaisir 10 000 fois ses antécédents. Quand il utilisera ce DTX qui lui demande de programmer la saisie d'une information à telle date, il le retrouvera sur son calendrier santé. S'il veut envoyer les données récoltées par son DTX à un professionnel de santé qui n'avait pas l'application, il pourra le faire au travers d'une messagerie sécurisée. Bref, un petit peu comme dans son smartphone, on a plein d'applications, mais on a toujours sa messagerie, son calendrier et ces quelques trucs de base en bas de l'écran. On le proposerait dans le domaine de la santé. Et je conclurai sur ce point-là, c'est pour moi, ça c'est emblématique et c'est hyper structurant pour la e-santé en France parce que c'est la juste place des pouvoirs publics qui redeviennent souverains sur les fondations. Voilà. Ils délivrent les permis de construire comme dans une ville, la mairie le fait. Ils définissent le code d'urbanisme, ils construisent le socle, c'est-à-dire les routes, les ponts, le tout à l'égout, l'équivalent en numérique de ça, mais ils laissent l'écosystème faire des maisons, faire des buildings, c'est-à-dire ce que viennent de vous présenter Vincent, Willy et Didier comme tous les innovateurs français. Si on fait ça et que ce socle-là, il garantit, j'y vais de façon hyper romantique, à ma façon, une vision éthique, humaniste, citoyenne, souveraine, je suis sûr qu'on va devenir un des meilleurs pays au monde en matière de e-santé. Mais cette première étape de se mettre d'accord, alors qu'on est au pays des gilets jaunes, où tout le monde ramène sa fraise et veut gérer son truc à sa façon, si on n'a pas la sagesse d'accepter des fondations communes et de se mettre d'accord dans une sorte d'union sacrée, on va continuer d'être des losers à l'échelle internationale. Voilà un petit peu mon propos. Je vous remercie, Monsieur Pont. Alors, comme tout le monde, vous avez le droit à ma petite question avant que les autres puissent vous questionner. Vous parlez voilà, du rôle du citoyen vis-à-vis de tout ça et vis-à-vis de l'utilisation de ces outils. À la mêlée, on travaille aussi sur l'inclusion numérique. Qu'est-ce que vous espérez, vous, de l'attitude du citoyen par rapport à l'utilisation des DMP et plus tard des DTX, comme vous l'avez dit, il y a peut-être des passages petit à petit pour habituer le citoyen à utiliser. Qu'est-ce que vous voyez justement comme possibilité d'accompagner ces usages par le citoyen de ces différents dispositifs? Moi, ma façon de voir le truc, c'est… moi, je pense que le numérique, c'est comme l'imprimerie entre le 15e et le 18e siècle, quoi. C'est une révolution technologique qui doit amener à une émancipation citoyenne. Alors, au temps de l'imprimerie, il y avait des gens qui ne savaient pas lire, donc il y a eu forcément une partie d'exclusion. Mais globalement, au XVIIIe siècle, l'Europe s'est saisie de cet outil technologique qu'était l'imprimerie pour dire on va en profiter pour faire valoir notre vision humaniste des choses. Et on a éclairé le monde, l'Europe du XVIIIe siècle a éclairé le monde avec cet outil technologique qui était l'imprimerie en disant ça doit être un outil d'accès à la connaissance pour les citoyens, donc d'émancipation. Ce qui me paraît ne pas bien fonctionner actuellement, c'est que on laisse des modèles soit libéraux, libertaires à l'américaine, dire c'est eux les boss du numérique. Donc, c'est comme s'ils allaient capturer l'imprimerie au XVIIIe siècle en disant nous, on a une vision plutôt libérale, libertaire. Voilà. Donc, ça veut dire comme si l'humanisme n'était plus la valeur de base. Ou alors des modèles à la chinoise, plus coercitifs, plus surveillants, etc. On le voit dans la crise Covid. Moi, ce que je pense, c'est que plutôt que d'avoir peur du citoyen français en disant « ouais, mais les citoyens ne comprennent rien, ils ont peur de tout, c'est des râleurs, tout ça », moi, je pense qu'il faut jouer le jeu de la confiance avec les gens. Il faut leur dire « écoutez, qu'est-ce qu'on veut dans notre pays quoi ? On pleure actuellement parce qu'au moment de la crise Covid, on n'avait plus de souveraineté pour fabriquer nos masques ou nos respirateurs. Demain, on pleurera parce qu'on n'a pas la souveraineté dans le numérique. Quel pays vous voulez ? Engagez-vous, questionnez, utilisez des outils, construisez-les avec nous, critiquez si vous voulez, mais engagez-vous. Et moi, je suis persuadé qu'un discours de ce type-là autour du numérique, ça va marcher. Je vous donne plein d'exemples. Pendant la crise Covid, les médecins nous disent « ah, mais finalement, il y a même des patients de 95 ans du fin fond du Lot-et-Garonne qui acceptent de faire des téléconsultes. » Évidemment.
c'est nous qui avions supposé qu'ils n'en étaient pas capables et qu'ils n'en voulaient pas. Mais la mamie de 95 ans, plutôt que de se taper 200 bornes aller-retour, elle va se faire aider par la voisine ou par sa petite fille pour faire une téléconsulte. Elle va pouvoir faire tout un tas de trucs, être rassurée, ou son pharmacien va aller dans la pharmacie de son village, ou l'école va mettre en place une visio pour qu'ils puissent discuter avec les médecins. Mais bien sûr que les gens vont être prêts à faire ça s'ils sentent qu'on les rend responsables. Et moi, ce que je trouve qui ne va pas aujourd'hui, c'est qu'on a un discours vis-à-vis des gens sur le numérique, mais de manière générale, très infantilisant. Et après, on se dit, ouais, c'est bizarre qu'ils aient des réactions adolescentes avec les gilets jaunes, mais c'est normal, on les infantilise. Moi, je pense que sur le numérique et la e-santé, il faut faire le pari de la confiance dans les gens et y aller franco, de dire, voilà, c'est un vrai débat de sujet national, citoyen. De toute façon, on va vous proposer l'outil, vous allez le critiquer, vous allez l'amender, mais maintenant, vous allez être les boss. Ça va être vous les boss parce que le numérique, c'est l'imprimerie d'aujourd'hui. Et c'est à vous d'être acteurs et c'est à vous de proposer un projet national autour de ça. Et ça, je suis persuadé que ce type de discours-là, il peut marcher en France. J'en suis profondément convaincu. Je vous remercie beaucoup. Alors, nous, c'est vrai que pour faire une petite conclusion rapide, avant de donner la parole à chacun, merci à tous pour votre interaction. Pour continuer ces débats, je vous propose deux choses avant de vous laisser la parole. Un, c'est de vous informer que nous, on tient une commission e-santé à la mêlée et on espère pouvoir faire un bel événement e-santé cette année à la mêlée numérique. Et voilà, le rôle de l'État pour cadrer et donner un cadre positif pour permettre à des solutions de se développer et nous rassembler les acteurs pour commencer à expérimenter des choses sur notre territoire en Occitanie, tel que Vincent l'a montré, est super actif. Et travailler avec l'ensemble des acteurs tels qu'on a eu ce soir qui se rassemblent. On compte sur vous pour la suite. Donc, je vous invite à me contacter. Je vais mettre mon mail sur la conversation de groupe si vous êtes intéressé par cette commission. Je communique également sur un événement qui est porté par Willy, qui a lieu demain, qui va vous en parler. Donc, Willy, je te laisse t'en dire un mot. Et à la suite de ça, je vous laisse poser vos questions en priorité à Monsieur Pont, parce que je crois qu'on doit le libérer à 18h30. Merci Anne-Sophie. Oui, ça fait écho à ce que disait Monsieur Pont sur le faire ensemble. On organise demain avec l'agence e-sport un événement sur le jeu, mais en dehors de l'aspect divertissement et compétition. Et les sujets qu'on va traiter vont être ceux des thérapies digitales, de l'inclusion numérique et de l'éducation aux médias. L'idée, elle est simple, ça s'appelle Regard croisé parce qu'on a 3 équipes, une équipe de chercheurs, une équipe d'entrepreneurs et une équipe qui représente la collectivité. Donc, il y a 12 intervenants avec des chercheurs, des universitaires dans le monde du jeu vidéo, une directrice de recherche du CNRS à Grenoble qui a travaillé sur Maeva, il y a le Jacques Auberti qui sera présent, voilà, des représentants de Pierre Fabre, de La Poste. Et l'idée, c'est de proposer aux participants d'avoir une vision d'un collectif, d'un écosystème sur ces différents sujets. Donc, c'est demain à 18h et vous êtes les bienvenus tous. Merci. Oui, Édouard Forzy, bonjour, la mêlée. Oui, merci à tous pour vos interventions. Pour rebondir sur ce que tu disais, Dominique, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, collectivement, là, dans la région, puisqu'on a ce groupe e-santé, enfin, on a un peu pas mal d'acteurs de l'écosystème que tu évoquais, qui se réunissent, ou qui sont, d'ailleurs, dont une partie sont réunis aujourd'hui autour de la table. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider à accélérer ce mouvement et puis peut-être pour appuyer ton action, parce que toi, tu as la vision nationale et locale aussi. Voilà, comment tu verrais les choses pour aller plus loin? Là, Édouard, on est à 1 an et demi d'avoir un truc qui va être proposé à tous les Français, qui va être ouvert automatiquement à tous les Français, qui va être voilà, cet espace numérique de santé pour chacun. Les maquettes visuelles sont prêtes, c'est fait. Voilà, l'appel d'offres a été publié. Tous ces concepts-là, moi, je peux en parler à votre groupe, l'expliquer. Et en fait, tout ce que vous pourrez animer comme atelier vis-à-vis, en mélangeant un peu des spécialistes de la e-santé, peut-être des professionnels de santé, mais surtout des gens, quoi, des gens normaux,
et autour de ces concepts-là, en leur montrant des écrans, en les faisant réagir, en leur demandant comment ils voient ce nouveau rôle un peu qu'on peut leur donner pour être acteurs au travers de ce type d'outils, mais en leur montrant du concret, pas que du papier, des copies d'écran, des parcours qu'on peut imaginer avec ces écrans-là. Tous ces éléments, on les a, ils sont rendus publics en plus. Donc, tout ce que vous pouvez faire pour voir comment ça prend sur le terrain, voilà, en mélangeant des gens différents et en disant, voilà, nous ce qu'on a vu en Occitanie quand on parle de ces sujets-là, c'est qu'ils disent attention, il faut faire attention à ça, on est prêt à le faire, mais on aimerait qu'il y ait ça en plus, etc. Tout ça, ça nous aide énormément. Nous, là, cette année, c'est l'année où on va publier un rapport. On a mené des ateliers citoyens, dont un à Toulouse, où on a dit, on en a marre que ce soit les professionnels qui définissent que pensent les citoyens. On va demander aux citoyens directement ce qu'ils en pensent. Donc là, on va publier un rapport, on va faire une analyse maintenant quantitative avec sondage quantitatif et il y aura une assise de fin d'année citoyenne, voilà, certainement en visio, mais avec un truc où c'est les citoyens qui seront sur l'estrade et nous, pouvoir public et nous, professionnels de santé, qui allons écouter ce qu'ils nous demandent sur le numérique. Si vous pouvez préfigurer ce type de démarche autour d'un objet concret qui est cet espace numérique de santé qui est ouvert puisque finalement c'est un store, quoi. Donc ça veut dire que derrière il y aura plein d'applications de l'écosystème qui pourront se brancher dessus. Fédérer start-up professionnels, citoyens, acteurs pour se projeter là-dedans au travers d'écrans précis et de voir comment les gens réagissent, leurs recos, leurs risques, leurs peurs ou leur envie, leur désir, etc. Je pense que ça serait super utile parce que ça pourrait montrer qu'on peut jouer un jeu de dynamique terrain, pas descendant, quoi, co-construit sur le terrain. Et ça, je pense que c'est jouable. D'accord. Eh bien, merci. Bon, on va donner rendez-vous. Ceux qui sont intéressés par poursuivre et par aller sur ce type d'action, si vous n'êtes pas déjà inscrit dans notre groupe, n'hésitez pas à vous inscrire sur le petit formulaire qu'on a mis en bas. Voilà, pour la suite. Nadia, je crois que tu avais une question. Oui, merci Monsieur Pau. Je voulais revenir vers vous sur justement cet espace numérique pour le citoyen et le lien avec le DMP. Et connaissez-vous le taux d'utilisation du DMP durant le Covid? Est-ce que ça a permis d'en remplir un peu plus ou pas? Alors, comment dire? Sur le DMP, pour moi, en fait, à la base, l'idée initiale d'ailleurs de Philippe Douste-Blazy qu'il avait lancé à Toulouse en 2004, c'était au début que ça soit un coffre-fort numérique dans lequel le citoyen français pouvait prendre ses données de santé, un document, un résultat de biologie, saisir ses antécédents pour que ça lui serve de coffre-fort sécurisé. 2004, pour moi, ça aurait dû être ça. Sauf que tous les médecins, notamment, et les professionnels de santé ont dit non, le citoyen français est trop idiot pour faire ça. Ça ne doit plus être un dossier médical personnel, ça doit devenir un dossier médical partagé, donc l'acronyme a changé, en disant c'est un dossier entre nous professionnels et on verra la vue qu'on donne aux patients. Résultat, 15 ans après, les professionnels ne veulent pas pousser dedans, les éditeurs n'ont pas fait les connecteurs DMP, c'est une usine à gaz à faire et le citoyen s'est retrouvé à dire mais moi j'aimerais bien qu'on pousse les données dans mon dossier médical, mais il n'a pas la main dessus. Donc pour moi, le DMP dans la crise Covid, CQFD, il n'a pas été utilisé comme outil de coordination. C'est pour ça que, par contre, avec l'idée où le citoyen, un petit peu, et d'ailleurs c'est ce que font toutes les apps qui ont été utilisées pour le Covid, on joue le jeu du citoyen qui dit non, mais moi je suis insuffisant cardiaque ou j'ai une drépanocytose en telle année, ou je suis en contact avec, dans mon foyer, il y a quelqu'un qui est immunodéprimé, mon dernier résultat de bio, il est là, etc. Si c'est le citoyen lui-même qui avait collecté ces données, au moment de la crise, notamment maintenant avec les enquêteurs sanitaires de l'assurance maladie, il aurait pu le citoyen dire je veux bien vous donner un accès temporaire à mon dossier pour que vous aidiez à me prendre en charge. Sauf qu'en fait, on a été tellement paternaliste avec cette histoire de DMP en disant aux gens, mais vous vous occupez pas, c'est nous les bons de la profession, on va vous gérer votre dossier médical et qu'on a été incapable de le faire. C'est pour ça que pour moi, ça n'a pas servi pendant la crise Covid parce qu'à la base, ce n'était pas un outil qui avait été pensé citoyen, il avait été pensé partage entre pros. Et là, vous rentrez dans toutes les inerties, les conservatismes,
tout ce que vous connaissez, quoi. Voilà, toute la lourdeur de partout. Et c'est ça qui ne va pas à la base. C'est le concept à la base qui a été modifié, quoi. D'accord, merci. Oui, j'aurais bien aimé poser une question à Monsieur Pont. Ouais. Allez-y. Ouais, bonsoir. Ben, merci Nadia Kamal d'avoir donné l'info du webinaire. Oui, Monsieur Pont, alors je sais pas forcément le lien, mais par exemple, j'ai pris connaissance de l'initiative gouvernementale le Health Data Hub, là. On a l'impression quand même qu'il y a une belle dynamique, notamment, certes, pour faire que le patient s'approprie un petit peu sa santé, en fait, et aussi demain, avec tous les outils de séquençage du génome, parce que là, on parle de DTX, mais il y a aussi d'autres choses que pourront faire les progrès dans la génomique, par exemple. Et du coup, j'ai l'impression quand même qu'il y a une dynamique où des verrous qui sont tombés et que peut-être tout peut arriver en même temps. C'est-à-dire que cette fameuse plateforme dont vous parlez, la éthique humaniste souveraine, eh bien, en tous les cas, les fondations, elles pourraient passer par là. Je ne sais pas. Ouais, clairement, ouais. Je pense qu'il y a un alignement de planètes, coup de bol. Il y a un alignement de planètes, ouais. Bon, déjà, il y a la volonté d'investir dans le secteur de la santé, on a entendu. Il y a eu le Covid qui a montré que le numérique était quand même indispensable. La preuve, on ne se verrait pas aujourd'hui. Ça a marché dans la santé aussi. Il y a eu plein d'initiatives. Les téléconsultations, par exemple, ont explosé. Il y a une prise de conscience politique. Moi, j'ai été auditionné, je ne sais pas combien de fois pendant cette crise par des commissions parlementaires ou de tous bords politiques qui sont en train de se dire non, mais c'est vrai que c'est majeur, quoi, ce domaine du numérique dans la santé. Et je pense que les associations de patients, notamment fédérées par France Asso Santé, ont réussi à faire entendre une voix où ils ont dit nous, on ne veut plus être exclus de ces trucs-là. Donc, il y a une sorte d'alignement de planète pour que Édouard Philippe, quand même, il reprenne cette idée d'espace numérique de santé où, il y a 2 ans, quand je suis arrivé à Paris, je ne connaissais pas un chat, j'ai dit il faudrait ça. 2 ans après, qui disent il va y avoir des sous, l'assurance maladie lance l'appel d'offres, le Premier ministre dit maintenant il faut accélérer ce truc-là. Je pense qu'il y a un coup de bol d'alignement de planète et surtout, il y a eu beaucoup de signaux positifs et ça, c'est vraiment génial quand même. Il y a eu, il y a 15 jours, un communiqué commun tous les syndicats de médecins, tous les gros syndicats d'industriels de l'e-santé française et toutes les associations majeures de patients pour dire on veut accélérer la feuille de route du numérique proposée par les pouvoirs publics, Laura, Dominique, voilà, tout ce truc-là. Donc, c'est hallucinant, quoi. Enfin, moi, j'avais jamais vu ça. Et donc, ça a quand même, au niveau politique, ça a quand même marqué les esprits, ce truc-là. Donc, moi, je pense qu'effectivement, on a un créneau, pas pour tout résoudre, hein. Je suis pragmatique, je connais la vie, mais par contre, pour franchir un cap, je pense qu'on peut là. Je pense qu'on a les moyens. Ouais. Merci. Je peux poser une question? Allez-y, Paul. Oui. Que faut-il faire pour rentrer dans la commission de e-santé? Je le demande depuis pas mal de temps et je n'arrive pas à voir un intervenant à la cantine sur ce sujet. On me dit on va transmettre et puis ça reste comme ça. Donc, que faut-il faire? Vous dites qu'il y a un formulaire qui va s'afficher quand la réunion va être terminée? Le formulaire qui était tout au début. Ah, tout au début. Dans conversation, ouais. D'accord, donc je vais essayer de le retrouver. Merci. Je le remets. D'accord, merci beaucoup. Tu t'appelles Moroni, Anne-Sophie Moroni, c'est ça? Oui, c'est ça, Paul. Je peux poser une question, Monsieur Ponce? Oui. Vous m'entendez? Oui. Bonsoir. Moi, je suis Patrick Comette. J'ai ma femme qui est pharmacien et j'interviens. On a les applications pour les pharmaciens. Et il y a eu une désorganisation complète. Au niveau des pharmaciens, on a fait confiance au circuit des pharmaciens, justement, dans cette période du Covid-19. Et on s'est bien rendu compte que vous parliez tout à l'heure des initiatives locales, effectivement, où on a vu l'énergie de PME ou de tout le monde qui, sur le terrain, en fait, ont fait le nécessaire pour que tout se passe bien. Et on a vu vraiment, au niveau des pharmacies, un blocage des institutions, de l'ARS, qui ont mis la bâton dans les roues pour que
la distribution des masques se passe bien et surtout la peur peut-être de mal faire, mais on voit bien qu'il y a un gros handicap au niveau de la communication. Et je peux vous assurer que le DMP au niveau des pharmacies est utilisé depuis très longtemps, que les médecins ont mis les bâtons dans les roues dès le départ parce que je crois que ce n'était pas financé, alors que c'est une base sur laquelle on peut s'appuyer pour communiquer. Et maintenant, les patients peuvent y accéder au DMP. Oui, c'est clair. Enfin, après, je vais vous laisser parce que je dois y aller, mais c'est clair. Je n'ai pas trop d'inquiétude sur la capacité des pharmaciens à se mobiliser dans le domaine de la santé. Ils ont réussi déjà à avancer avec le dossier pharmaceutique. C'est clair que c'est toujours beaucoup plus compliqué avec le corps médical. Ça, voilà, c'est inhérent, c'est comme ça, c'est plus compliqué. Après, sur les lourdeurs administratives, il y aura toujours ça. Moi le message que je voudrais porter, c'est il faut essayer de se concentrer sur ce qui va nous unir plutôt que sur ce qui va nous diviser. On peut tous s'envoyer à la figure aux pouvoirs publics qui sont technocratiques, hors sol, aux industriels qui sont cyniques et divisés, à telle corporation qui sont rigides, à telle autre qui sont bordéliques, etc. Ok, d'accord, mais si on veut avancer, il faut essayer de se concentrer sur ce qui nous lie et pas sur ce qui nous divise. Voilà un petit peu, moi, je pense, la seule voie de sortie actuellement. Monsieur Pont, avant que vous partiez, du coup, je rebondis justement sur le fait d'accompagner ce changement avec l'ensemble des acteurs. J'espère qu'avec la commission e-santé, on le pourra. Vous avez parlé tout à l'heure qu'il y avait justement un appel ou quelque chose qui était sorti justement pour accompagner ce virage numérique. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut justement, si on prépare quelque chose, manifester que nous le faisons? En fait, moi, je pense qu'on le verra avec Edouard pour que je vous donne les bons canaux. Ça va se passer via l'Agence du numérique en santé. C'est par là que ça va passer, mais je vous donnerai ça précisément ensuite. C'est parfait. Merci encore pour votre intervention. On ne vous retient pas plus longtemps. Ce que je vous propose, c'est que pour la suite des questions, on repasse sur vraiment le sujet des thérapies digitales. Au regard de ces technologies-là, si vous avez des questions sur le sujet, je vous laisse prendre la parole. Moi, j'en ai plein, donc si jamais vous ne la prenez pas, je peux continuer mon rôle de questionnaire. J'avais préparé. Attention, je ne sais pas à qui encore je la pose. Ouais, je vous vois timide, alors je vais commencer. Didier, vous avez donné des exemples tout à l'heure justement sur quel type de pathologies peuvent être traitées au niveau des thérapies digitales. Et Vincent, vous avez parlé de pouvoir agréger des technologies comme Thales, justement pour traiter d'autres pathologies. Je voudrais savoir un peu votre regard aujourd'hui sur voilà, quel type de pathologie véritablement on pourrait soigner grâce aux thérapies digitales sur lesquelles demain, les prochaines qu'on va pouvoir soigner, ce seraient lesquelles selon vous, d'un point de vue prospectif? Jusqu'où on pourrait aller? Je sais pas, il y a quelque chose qui m'interpelle. Alors, il y a beaucoup on voit que beaucoup de TTX aujourd'hui sont basés sur les thérapies cognitives comportementales. C'est quand même un tropisme fort là-dessus. Moi, il y a un exemple qui m'interpelle quelque part, c'est l'exemple de Lucine, par exemple, qui développe une thérapie donc de prise en charge de la douleur avec l'envoi de stimuli visuels et audio qui vont générer la sécrétion d'endorphines au niveau du cerveau pour traiter la douleur. Et là, je trouve que c'est intéressant parce que pour moi, c'est presque une nouvelle génération derrière de DTX, c'est-à-dire que ce sont des traitements qui induisent une réponse biologique du corps en réaction à, un peu comme le fait un vaccin d'ailleurs, hein, c'est une stimulation d'origine numérique. Alors le numérique là-dessus n'est qu'un support, hein, j'en dirai 2 mots après, mais qui génère derrière une réponse, là pour le coup une réponse hormonale, mais qui pourrait pourquoi pas être demain, pourquoi on ne pourrait pas envisager une réponse immunitaire liée à un stimulus d'origine véhiculé par du numérique. Moi, c'est ça qui m'interpelle aujourd'hui et qui pourrait être, si on parle de trucs dans le futur, donc je vérifie bien que Dominique est parti parce qu'il va encore dire qu'on fait du Star Trek, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui.
Mais voilà, J'ai dit qu'on était passé du côté Star Trek, hein, c'est bon. Ouais, mais c'est ça qui peut être intéressant, c'est que finalement le fait que le média numérique, parce que ça n'est qu'un médium, hein, le numérique là-dessus. D'ailleurs, quand on regarde et ce que fait d'ailleurs ce que fait Didier avec Happy Neurone depuis très longtemps, en fait aujourd'hui c'est la numérisation de pratiques déjà existantes. Il y a beaucoup de DTX qui sont basés par exemple sur l'hypnothérapie, des choses comme ça. Et en fait, le numérique n'est qu'un moyen de normer, de dupliquer et de pouvoir délivrer de manière massive et à distance des choses qui se font traditionnellement par ailleurs. Hein, les choses basées sur l'hypnothérapie, tout ce qui est basé sur la réalité virtuelle, c'est déjà des mécanismes connus. C'est pas la nouveauté, c'est le mode de délivrance. Quelque part, on pourrait presque parler de galénique. Hein. C'est la galénique numérique qui amène de nouveaux, enfin, qui met à disposition ces mécanismes d'action. Donc voilà, c'est ça qui est passionnant. Enfin, moi, c'est ça que je trouve passionnant, c'est d'envisager que demain, on puisse avoir des réponses biologiques du corps humain qui soient déclenchées par non pas un mécanisme pharmacologique comme on a aujourd'hui pour le médicament, mais par un stimulus, une intervention de type numérique. Voilà. Je vous remercie. Et alors, si je continue ma question, et là, je pense que c'est Didier qui va pouvoir me répondre. Là, je vais aller un peu dans la provocation maintenant. Est-ce que vraiment les DTX, ça n'existait pas avant, finalement? Il y en a plein des dispositifs numériques qu'on utilisait pour aider quand on va chez l'ophtalmo, pour regarder un point à droite, à gauche, du bleu, du rouge. Je connais aussi des dispositifs pour la dyslexie, vous en avez parlé tout à l'heure. Pourquoi alors finalement est-ce que ça n'existait pas avant et pourquoi finalement c'est pas si reconnu que ça? C'est quoi la différence aujourd'hui? C'est vraiment quoi le changement? Il faut faire attention, il y a aussi là ce que vous citez, c'est beaucoup des outils diagnostiques. Hein. Non, mais Anne-Sophie, le tremplin, merci, il est précieux parce que bon, Vincent, il prend des super exemples pour montrer à quel point on est déjà en train de designer des DTX de nouvelle génération, c'est-à-dire où on va plus loin que uniquement le médium et uniquement la digitalisation de pratiques qui existent déjà. Donc, Anne-Sophie, vous avez raison. Nous, typiquement, ce qu'on faisait, c'était, on en faisait sans le savoir, quoi. Enfin, il y a 15 ans, il y a 12 ans, ce que nous faisions aujourd'hui, ça porte ce nom-là. Et pourtant, on n'appelait pas ça des thérapies digitales, on appelait ça des outils d'aide à la rééducation. Okay. Je pense qu'il y a différents champs. Un des champs auxquels moi je crois particulièrement, c'est pas uniquement le terrain où la thérapie digitale fonctionne toute seule. Pour cela, oui, Monsieur Jourdain, tout à fait. Les thérapies que nous avons la chance d'adresser avec Happy Neurone, c'est toutes celles qui sont concernées par les thérapies cognitives et comportementales. Et donc ça, c'était assez facile. Dès lors qu'on va sur des thérapies beaucoup plus éloignées que celles qui sont adressées déjà par ce type de thérapie, là, typiquement, il va falloir aller dans l'innovation. Et je pense qu'il y a deux voies. Il y a celle que décrit Vincent, et il y en a une autre où l'association d'une thérapie digitale avec une molécule pharmacologique peut être un cocktail effectivement puissant. Et donc nous, alors je suis tenu par de la confidentialité, donc je ne pourrais pas aller plus loin que ce que je dis là, mais nous avons participé et designé des essais cliniques dans lesquels on va associer un médicament avec une thérapie digitale versus le médicament seul. Et ça demande un grand courage quand même de la pharma d'aller sur ce terrain-là parce que quand même ça challenge des postures où hier le médicament existait seul et que là on pourrait admettre et reconnaître qu'il pourrait être augmenté, il pourrait laver plus blanc que blanc. Et donc ça c'est quand même assez, ce serait courageux de la part des pharma d'aller sur ce terrain-là. Mais moi je crois beaucoup à ce cocktail des thérapies digitales associées à du médicament dans des parcours. Ce que je voudrais souligner aussi, c'est la prise de risque par rapport à ce qui existait avant. Pour avoir utilisé des outils comme cela auparavant ou en avoir fabriqué moi-même quand j'étais rééducateur,
Le risque que prend Didier, c'est le risque de la méthode et de la rigueur scientifique. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que quelque chose va marcher. Si on ne le teste pas, et si on ne le teste pas avec des critères métrologiques rigoureux, on a des exemples dans l'actualité du moment, on a à peu près la même distance, je vais être volontairement un peu provocateur, entre l'homéopathie et la validation de l'homéopathie et le médicament qu'une application, je dis n'importe quoi, de méditation sur l'Apple Store et une thérapie digitale qui va être validée et qui prend le risque que si la promesse ou l'hypothèse qu'elle a fait ne retrouve pas de succès, de mettre tout ça à la poubelle. Donc, on a vraiment progressé en 10 ans, je trouve, sur ces aspects-là, et on va vraiment faire subir à ces outils les mêmes protocoles complexes et rigoureux qu'on peut trouver dans le médicament. Avant, on avait beaucoup d'outils de rééducation numériques, mais même véritables. Hein. Et la mise en danger du praticien, c'était ceux qui étaient capables de faire une évaluation avant une rééducation, une évaluation après une rééducation, pour voir s'il y avait une progression. Là, sur les DTX, le coup près tombe. Si vous avez eu une idée super, c'est joli, c'est bien gamifié, mais au final, le gamin, il ne va pas mieux, il n'est pas rééduqué, ça part à la poubelle et ça ne sera pas utilisé. Donc ça, pour moi, c'est ce qui fait vraiment la différence avec ce qu'il pouvait y avoir avant. Et c'est ce qui fait la valeur ajoutée du travail de Didier, qui est précurseur de ce sujet depuis des années, parce qu'il est au contact. Il parlait tout à l'heure de 5000 praticiens ou je ne sais plus combien. Voilà, vous ne pouvez pas leur mentir. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Voilà, c'est la différence que je vois par rapport à avant. Merci pour ce rappel. Willy, tant que je t'ai, comme tu as pris la parole, je vais maintenant aller pousser un peu sur ton terrain. Parce que justement, il y a une approche scientifique, il y a une approche d'accompagner bien son patient, il y a une approche de faire attention à ne pas empoisonner son patient, et tu en as parlé tout à l'heure au niveau des enfants. Et je sais que tu es très sensible à la question du traitement des données. Et ben justement, là, on est en ligne, on laisse des données un petit peu partout. Ce serait quoi et comment faire pour rassurer le patient qui utilise tout cet environnement, que ces données sont bien protégées et sont bien utilisées? Alors, déjà, dans le mode de création et d'élaboration de la DTX sur le design, tenir compte de ça dès le début. Après, on est sur un monde scientifique et de rigueur, donc là aussi, là Didier en parlera mieux que moi puisqu'il a bien suivi ces sujets-là, mais les données, j'imagine, sont anonymisées. On peut imaginer plein de choses, il y a plein de technos, type blockchain, il y a plein de choses qu'on peut imaginer où tous ensemble, on peut créer des outils assez performants en ce sens, mais on touche véritablement au monde de la santé, donc c'est quand même relativement encadré. On est sur des données, pas que personnelles, ce sont des données sensibles. Donc il y a une vraie législation autour de la donnée sensible versus la simple donnée personnelle. Ce qu'on n'a pas évoqué non plus, c'est que la plupart de ces DTX s'inscrivent aujourd'hui dans un référentiel réglementaire qui est celui des medical devices, enfin des dispositifs médicaux. D'ailleurs, souvent on appelle ça, vous connaissez l'expression SaaS, hein, Software as a Service. Maintenant, apparaissent d'autres expressions comme Software as a Medical Device, SAMD, ou Software as a Treatment aussi, hein, SAAT. Donc, mais ça montre bien, on est dans un référentiel, que ce soit aux États-Unis avec la FDA ou en France sur les dispositifs médicaux, qui est très réglementé. Hein. On n'est pas, et c'est justement une des caractéristiques, je ne l'ai peut-être pas assez dit tout à l'heure, c'est une des caractéristiques fondatrices aussi des DTX, c'est qu'ils ont un statut réglementaire, une reconnaissance réglementaire en tant que dispositif médical qui est obligatoire. C'est-à-dire qu'un outil qui n'aurait pas ni validation clinique, ni par la voie de conséquence de validation de type dispositif médical, pour moi, n'a pas voie de citer. Ce n'est pas un DTX, justement. C'est là qu'il faut faire le ménage. Hein. Parce que sinon, on est dans quelque chose qui peut être, ou bien un diagnostic, mais qui fait autre chose. Mais voilà, il faut aller, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Willy, et dit aussi, il faut accepter toutes les contraintes de la rigueur médicale et scientifique sur ces données-là. Je peux que témoigner dans ce sens. Effectivement, voilà, nous, on a pris cet engagement il y a déjà 5 ans d'une certification ISO, je l'avais cité tout à l'heure, la 13485. C'est sans aucun masochisme
qu'on va dans cette dimension-là. C'est pour deux raisons. La première, c'est vrai que c'est un engagement de notre part en tant qu'éditeur de solutions de digital therapeutics. C'est tout un ensemble de contraintes qui nous sont imposées, mais qui vont garantir effectivement le non-charlatanisme et faire le tri sur un marché où justement c'est un danger majeur. Ça peut être un danger pour cette dimension de protection des données, ça peut être un danger pour aussi cette revendication clinique avec des claims, pardon, des revendications qui ne seraient pas justifiées ou démontrées. Voilà. Donc le cadre du dispositif médical est très contraignant, mais il est aussi la garantie d'amener les DTX à un niveau de celui de traitement. Et là, typiquement, voilà, la réglementation s'est durcie, mais c'est une bonne chose. Elle vient de s'alléger parce que bon, voilà, le temps de mise en place Covid, etc. Donc il y a du délai qui nous est accordé, mais pour tout un chacun, tout éditeur qui viendrait sur le marché avec une revendication de dire je diagnostique ou je réduque ou je réduis telle composante d'une pathologie, le simple fait de le dire, il est considéré et classé comme un dispositif médical, il faut que ça le soit pour de vrai. Voilà. Et donc, ça aujourd'hui, désormais, ça interdit de revendiquer des choses, ou alors si on les revendique, il faut avoir respecté tout ce parcours du dispositif médical qui est plus léger que dans le médicament, évidemment, mais qui est tout à fait contraignant pour sans me plaindre, les PME que nous sommes. Voilà. Mais qui allongent des parcours et qui font qu'une fois que cette certification est accordée et reconnue pour le dit dispositif médical, elle n'est pas acquise définitivement. Et il s'agit dans le digital de la remettre sur le tapis de manière régulière. On vise tous le Graal, le fameux Graal de la prise en charge, du remboursement, ou en tout cas d'être inscrit sur cette LPPR, la liste des prestations et produits remboursables. Je ne suis pas forcément convaincu que ce soit la finalité ultime, mais OK. Pour y rester, après, il faut continuer à démontrer par des collectes de données en vie réelle que le dispositif est bien à la hauteur des revendications qu'il met en avant. Voilà. Et donc, c'est le cadre réglementaire qui est en Europe mis en face des thérapies digitales est en train d'évoluer pour justement encadrer cela, que ce soit sur le plan de la sécurité des données, mais surtout et aussi pour les revendications cliniques et les niveaux de preuve qu'il faut apporter. Nadia, au regard de tout cet argumentaire justement sur les dispositifs médicaux, comment travailler aujourd'hui avec les mutuelles pour faire avancer la question? Quelles seraient les étapes aujourd'hui pour construire une réflexion avec les mutuelles sur le sujet et quoi apporter pour donner de l'eau à votre moulin, j'ai envie de dire? Ah, vous êtes sur mute, réactivez votre micro. Oui, en fait, on a démarré en fait des travaux avec les différentes instances parce qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, dans le cadre de la stratégie technosanté qu'on anime, on travaillait en tant que payeur, c'est-à-dire que nous payons des prestations de soins à nos adhérents. Et en fait, on a voulu réorganiser et choisir d'autres modes de fonctionnement et en particulier travailler avec tous les producteurs de thérapeutiques, que ce soit du digital, du médicament ou du dispositif médical. Où on échange déjà avec eux, on est dans une première phase où on échange avec eux et ensuite on arrivera à construire tous ensemble avec les patients, j'insiste beaucoup là-dessus, avec les associations de patients pour essayer de construire d'une part des business models pour éventuellement ensuite analyser les différentes solutions et en choisir effectivement certaines pour le remboursement. Pour l'instant, on est dans une première étape. On a des choses en interne qu'on a développées, comme je l'ai signalé tout à l'heure, mais on est en train également de se structurer dans cette dynamique. Donc, on est ouvert à toute réflexion du moment que ce soit un travail collectif avec toutes les parties prenantes et pas uniquement pour nous demander de rembourser, c'est-à-dire pour construire ensemble des business models fiables. On travaille aussi avec les fonds d'investissement. On est très investi, c'est le cas de le dire, avec certains fonds d'investissement en santé digitale. Et on travaille tous ensemble dans une dynamique pour apporter la meilleure solution aux patients.
Mais il faut être très clair, on ne pourra pas tout rembourser. Donc, nous, on est dans une dynamique, essayer de nous faire des agrégats de solutions pour des groupes de pathologies. On ne pourra pas tout payer, tout proposer. Je vous remercie pour cette clarification et n'hésitez pas à communiquer sur les groupes de travail. Caroline, à vous. Oui. Tout à l'heure, Didier Guénassi a dit que les thérapies digitales fonctionnaient toutes seules. Mais est-ce qu'on n'a pas utilisé le patient ou les aidants ou la famille comme travailleurs pour justement remplir ces bases et alimenter les données? Vous ne m'en voulez pas si je vous fais reformuler la question, s'il vous plaît. Oui, donc moi je me pose. Alors moi j'ai fondé en 2003 une association qui s'appelle l'Association française des aidants. Oui. Et donc je me dis, en voyant le développement des thérapies digitales, vous dites qu'elles fonctionnent toutes seules. Donc toutes seules, pour moi ça veut dire sans les professionnels de santé obligatoirement. Donc j'imagine que les patients parfois peuvent remplir eux-mêmes les applications, les données, et pour avoir des résultats, ou pour pouvoir s'auto-évaluer ou s'auto-rééduquer, j'en sais rien. Et donc, c'est pas une critique, hein, mais quand on dit que ça fonctionne tout seul, est-ce qu'on ne prend pas en compte le patient qui est une sorte de travailleur, en fait, bénévole, qu'on ne va pas payer? Et quand ce n'est pas le patient lui-même, est-ce que ce n'est pas la famille qu'on va mobiliser ou les aidants familiaux? Bon, merci d'avoir reformulé parce que je voulais être sûr d'avoir bien compris. Je suis confus si à un certain moment j'ai pu laisser entendre ça parce que j'ai cru dire précisément tout l'inverse. Voilà. Alors, typiquement, ça a été toute la position que j'ai tenue en disant que ça ne peut pas se faire sans le thérapeute, sans l'aidant. J'ai même fait un certain moment un passage sur le rôle grandissant de l'aidant, notamment, et de dépasser cette notion d'éducation thérapeutique, de guidance, mais pour aller dans l'accompagnement. Et je puis illustrer par des faits et actes sur les récents développements, à quel point nous avons des itérations et des interactions avec des groupes de patients parce que ça nous paraît fondamental. Alors, donc, je suis confus si à un certain moment j'ai pu laisser penser ça. C'est précisément tout l'inverse et je serais d'ailleurs heureux de faire davantage connaissance de l'association. On se présente d'ailleurs dans des... Voilà, là, par exemple, quand on initie sur des aires thérapeutiques bien précises, on va typiquement se présenter et proposer des essais, des écoutes, des commissions, des réflexions. Et donc, voilà, je suis d'accord avec vous et je ne sais pas ce qui a permis de penser, mais en tout cas, je voudrais vous rassurer en l'occurrence. Voilà. Non, mais c'est de toute façon que c'est vrai dans d'autres secteurs, c'est-à-dire que le consommateur lui-même, c'est lui qui remplit et qui fait le travail du point de vue digital quand il met ses informations, etc. C'est une dimension qu'on prend relativement peu en compte, je veux dire. Alors, si je peux me permettre d'intervenir, je connais Didier depuis un long moment, on a eu des longues discussions sur ces sujets-là. Caroline, on a des sujets communs sur les aidants familiaux. Il y a même 10 ans, c'est précisément ce qui se passait déjà, mais sans le digital. Quand vous allez faire de l'orthophonie ou de la psychomotricité, votre gamin va faire de la psychomotricité ou de l'orthophonie, il a une séance qui dure 45 minutes et la séance d'après, elle est 15 jours plus tard. Ce que je dis toujours, c'est que si j'avais appris à lire à raison de 3/4 d'heure tous les 15 jours, j'aurais su lire beaucoup plus tard. Donc, en fait, il y a tout un temps qui est hyper important, c'est un temps entre deux séances chez l'orthophoniste, et ce temps-là, effectivement, qui le consomme, c'est le patient et souvent les parents, souvent les aidants. Donc, l'aidant fait déjà ce job-là. Et le paradoxe, c'est que s'il n'est pas encadré, et c'est un sujet que s'il n'est pas conseillé, s'il n'est pas accompagné, c'est un sujet que vous conseillez bien, il s'y épuise, mais au-delà de ça, il peut, avec beaucoup de bonne volonté, faire l'inverse. Moi, je me souviens, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, sur des rééducations de l'écriture, quand le gamin revenait, je corrigeais sa maman. Et c'était super bien écrit, mais c'est elle qui tenait la main. Ou alors, je voyais un gamin arriver et qui était complètement
épuisé, démoralisé, parce que ce que je lui avais demandé de faire 1 ou 2 fois, il l'avait fait 253 fois avec son père qui poussait derrière. Donc le rôle de l'aidant, il est là. Et le propos de Didier, c'est justement de passer par le prescripteur, par l'orthophoniste, pour qu'il fasse une sorte de prescription qui permette d'encadrer justement ce temps de travail avec le parent, et bien au contraire d'intégrer l'aidant, et encore plus, parce que là, le gamin, quand il vient et qu'il doit aller jouer, la salle de jeu virtuelle, à un moment donné, elle est fermée. Si le logiciel a compris qu'aujourd'hui, il était déjà venu 1 fois, il ne viendra pas 2 fois. Donc, la prise en compte justement de tout ce que vous évoquez est vraiment un élément central de la démarche. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on sera dans les temps. Merci à vous tous. Merci encore Didier, Vincent, Willy, Nadia d'avoir été parmi nous, d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu aux questions que je vous avais préparées un peu avec surprise, mais je me doutais au vu de la préparation qu'il n'y aurait pas de souci pour y répondre. J'espère que vous avez passé un bon moment également, et qu'on pourra continuer de débattre sur ce sujet, soit pendant la commission e-santé, mais aussi à la mêlée numérique.